Bonjour, vous êtes arrivé sur le retail media et l'expérience utilisateur. Moi, je suis Anders, consultant retail media. Et du coup, moi, je suis Adeline, associate director analytics chez EPAM. Nous allons parler de retail media en profondeur. La plupart de la salle ne connaît pas EPAM. Ça nous arrive régulièrement en France. C'est une grande société, donc j'ai laissé quelques chiffres là. En fait, ça a été créé en 1993. C'est une des sociétés qui fait la plus forte croissance tous les ans sur les index. Donc on est devenu très grand, très vite. Fondé sur le développement IT, sur la data science, sur le design de plateformes digitales, avec également des solutions de conseil et particularités françaises, peut-être. Oui, autour de la data analytics, tout à fait. Où on a du coup des consultants qui travaillent sur tout ce qui va être data visualisation, CRO aussi et automation marketing. Et même, j'allais dire, autre particularité française, le rachat d'Emakina. Tout à fait. Du coup, aujourd'hui, les agences Emakina font partie du réseau EPAM et s'appellent EPAM. Donc voilà, certains peut-être connaissaient Emakina, mais aujourd'hui, c'est une seule et même personne. On est répartis un peu partout dans le monde, avec une grosse partie de notre activité en Europe et en Amérique du Nord, avec des petites parties en Asie. Voilà. Dans le retail, on fait énormément de travail technique. Donc, je donne ici trois grands projets sur lesquels on travaille. Une chaîne globale, je ne peux pas donner les noms, je suis désolé, une chaîne globale de retail discount sur laquelle on crée la plateforme de bout en bout. Ça va du conseil, accompagnement sur le roadmap, sur le business case, sur l'organisation, à travers le design des plateformes, l'architecture, le développement, l'intégration de pas mal de plateformes différentes. On va voir un petit peu plus sous le capot tout à l'heure. On travaille sur un groupe retail leader au Moyen-Orient. Là, on est accompagnant sur la mise en place d'une solution de retail media et sur la création d'une petite plateforme de monétisation de données également. On travaille sur un grand retailer canadien. Là, c'est la création de bout en bout d'une plateforme de retail media. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux ont des systèmes à eux, architecture informatique interne. On intègre avec, on prend des solutions externes. Bon, on va voir quelques noms tout à l'heure. EPAM, avec cette taille, envergure, est partenaire de pas mal de grandes plateformes comme Salesforce ou Google Cloud ou Microsoft Azure. Et moi, je ne connais pas toute la liste, mais il y a quelques EPAMers et un stand en bas, en fait, si vous voulez en savoir plus. Retail Media. Vous l'avez vu avec d'autres couleurs, je pense, cette slide, qui raconte bien l'histoire de l'arrivée du Retail Media comme la troisième grande vague de la publicité digitale. Avec la première portée par Google et avec une petite couche supplémentaire des autres moteurs de recherche. La deuxième portée par Facebook et les médias sociaux. Et la troisième portée par Amazon, et merci d'être dans ma salle, les Amazon Ads, portée par Amazon comme leader de ce marché-là, on les voit sur les chiffres, et une grande diversité d'autres acteurs qui accélèrent aussi. Ça marche, ça bouge énormément sur le marché français. Donc vous avez peut-être entendu parler de cette... Pour moi, la première fois que je l'ai vu, cette alliance, j'ai trouvé improbable. Hein. Publicis, Carrefour, Citrusade. L'agence avec le retailer, avec la technologie. Donc c'est un grand pari, c'est d'une force très importante sur le marché. On a d'autres annonces comme Vivendi avec Value. Donc Value, c'est toute la donnée retail d'Auchan et d'autres sociétés dans le groupe autour de Muliez. Et Vivendi, c'est surtout Canal+, en fait, auquel on pense. Donc on est en train de dire, voilà, un groupe de retailers avec des données, avec Canal+, des connexions qu'on n'imaginait pas il y a peut-être un an, il y a peut-être 2 ans. Donc
Oui, ça bouge chez Amazon aussi, avec Amazon Prime et la publicité qui va arriver là-dessus, sur la vidéo. En fait, ça commence à prendre de plus en plus de canaux, c'est assez impressionnant. Et on a aussi des petites startups, il y en a dans la salle, donc qui viennent de lever des fonds, parce que c'est tellement, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de challenges en fait, qu'on a devant nous. On a Mimby sur le côté Retail Media Intelligence, sur les données. On a Camino, qui est une plateforme tech de Retail Media. Donc c'est l'historique, c'est une techno antérieure qui a été rachetée par Criteo, qui est un grand acteur dans le domaine, et qui maintenant a lancé une nouvelle techno, Camino. Voilà. Vous allez entendre plus de ces gens-là, je pense, dans le futur. La définition, moi j'ai juste pris la définition de l'IAB, parce que je trouve ça bien qu'on commence à trouver du consensus. Donc l'IAB Europe a fait cette définition. Il peut y avoir des fautes de français parce que c'est moi qui les traduis. Ça désigne l'espace publicitaire numérique sur la totalité du parcours shopper. Donc on est dans le domaine retail et on est sur de l'omnicanal, en fait, en réalité. C'est-à-dire que c'est, vous allez le voir sur les pages suivantes, mais on est sur des sites de commerce, on est en dehors de sites de commerce ciblés via de la publicité, et on est aussi dans les points de vente physiques. On est dans ce qu'on appelle in-store. Et on est aussi en fait, dans toute cette panoplie de moyens de communication et d'interaction avec l'utilisateur qui ont les retailers, donc les programmes de loyauté, le CRM, etc. Donc il y a énormément de choses différentes et ça explique peut-être aussi pourquoi c'est compliqué. Donc concrètement, vous avez j'utilise des terminologies qui sont devenues assez courantes en fait, on-site, off-site. Je pense que ça vous parle. On-site, c'est les deux applications typiques. C'est dans les solutions, dans les pages de résultats de recherche. Vous tapez un mot-clé de recherche à l'intérieur d'un site retail, vous arrivez sur une page de résultats. Ça fait très Google tout ça. Donc on arrive sur une page de résultats et on voit typiquement des résultats sponsorisés. Avec la particularité qu'on n'est pas sur des liens externes, on n'est pas sur du textuel, on est sur des produits. Donc en fait c'est une fiche produit qui se présente. Et on est sur un ciblage qui va au-delà des mots-clés, parce qu'on peut aussi cibler des codes de produits, ou de SKU, ou de ASIN, ou de GSIN, ou de comment on veut les appeler. Donc ça, c'est sur le site, la partie recherche. Et on est aussi à différents endroits, là où il y a des volumes d'affichage. Ça peut être homepage, ça peut être page promo, et ça peut être dans toute l'hierarchie de catégories à l'intérieur des sites. Donc la publicité, en réalité, elle est, pour moi, un petit peu plus contextuelle que basée sur l'utilisateur. On a cette grande distinction entre, on parle toujours de first party data. Donc c'est quoi? C'est les données qu'on a chez le retailer. Mais en fait, pour moi, il y a deux types. En fait. Il y a celui qui parle de l'utilisateur même, qui peut être issu de son parcours ou d'une carte de fidélité. Ça va jusqu'à l'information démographique, l'âge, intérêt, etc. Et il y a l'autre qui est qui est une couche plus simple, en fait, qui est le mot-clé qu'on vient de taper ou le contexte d'utilisation dans lequel on est, en fait, la catégorie. Donc ça, c'est le on-site qui va pas forcément très en profondeur sur les données utilisateurs. Et après, vous avez le off-site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été sur le site. Et c'est un peu, si on prend la version la plus simple, en fait, c'est du retargeting. Je sais quelque chose sur l'utilisateur, j'ai son ID, je peux le trouver via les solutions programmatiques en dehors, sur un autre site web, mais je suis dans un contexte en fait, de produit, de rappeler la marque, le produit, peut-être l'acte d'achat ou le panier qui n'a pas été acheté, et on utilise ce type d'affichage. Ça devient de plus en plus sophistiqué, donc c'est-à-dire qu'on utilise de la même façon cette donnée pour ne pas être dans ce contexte simple de retargeting, mais de dire je veux aussi influencer. C'est-à-dire que je passe sur des couches vidéo, par exemple, je passe sur d'autres types de sites, plutôt dans le funnel, où je peux influencer et pas juste pousser à l'achat. Donc ça, c'est les deux premières distinctions. Je ne suis pas allé beaucoup plus loin, mais en fait, le troisième dont on parle, c'est le in-store.
Donc c'est des écrans dans les points de vente qui sont de plus en plus connectés à ce système en fait, de gestion des campagnes. C'est très différent, on n'a pas le même ciblage, ce n'est pas un ciblage utilisateur unique, on peut se baser sur des créneaux horaires, sur des particularités de boutiques. Donc on est en train de connecter tout ça, mais on ne sait pas exactement comment ça va se présenter en fait, une fois que le système est complet. Ça, c'était concrètement. Après, dimension plus économique, donc ça fait une énorme croissance. En France, c'est 15% cette année, donc année d'inflation, de crise, de tout ce que vous voulez. Bon, après, dans le digital, on a été habitué à des croissances à 2 chiffres, mais c'est des croissances soutenues, en fait, de 10 à 20% depuis des années. Parfois, ça va plus fort. Les années Covid, en fait, c'était voilà, en double. Donc, assez impressionnant. Et ça fait, cette année, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. À l'échelle, je ne sais pas si je l'ai rajouté, à l'échelle internationale, ça fait 110 milliards d'euros. Je pense que je vais peut-être parler d'un autre chiffre qui est 125 milliards de dollars. Énormissime. Prévision dans les 2 ans aux États-Unis, si je ne me trompe pas, ça dépasse la publicité télé. Et je pense que là, quand on dit ça, on se dit, voilà, là, il y a quand même un changement de paradigme très, très important. J'ai fait une petite vue sur la France. On a l'IAB, l'Alliance Digitale, qui fait un super travail en fait, de cartographie. Là, c'est la cartographie de l'année dernière. Il y a déjà une nouvelle version qui est interactive, où on peut voir chaque retailer activer en retail media, quel type de technologie, quel type de ciblage, quel ordre d'idée de volume on peut attendre. Donc pour un annonceur, c'est intéressant en media planning de savoir, de défricher le terrain, et surtout qu'on a énormément de points d'entrée différents. Donc le planning, c'est pas mal. Je me suis trompé de bouton. La réalité des retailers aujourd'hui, c'est un business dans lequel il y a des faibles marges. Donc, on parle souvent de ce type de chiffre, 2% de marge opérationnelle sur une activité avec un fort volume de chiffre d'affaires. C'est compliqué, et surtout quand on a des fluctuations de marché, qu'on a des problèmes d'approvisionnement, qu'on en a de l'inflation. En même temps, les retailers font face en fait, à cette partie croissante d'achat en ligne ou via des canaux digitaux. Ça veut dire qu'il faut investir sur de nouvelles modalités d'interaction avec l'utilisateur en même temps qu'opérer sur des faibles marges. Et finalement, on a ce côté cookies qui disparaissent petit à petit, des réglementations plus fortes, RGPD et compagnie, qui font que on va devoir petit à petit travailler autrement. Et là, le retail media, il est en très très bonne position parce qu'on travaille presque toujours sur des first party data. On est capable de les utiliser, de les activer de plus en plus d'endroits différents. Et on est sur un modèle économique dans lequel ce n'est plus les 2%. C'est typiquement, ça peut apporter jusqu'à 5% de chiffre d'affaires supplémentaire. Et la marge, elle est plutôt dans très haut dans les 2 chiffres, dans les 70, dans les 80% parfois pour le retailer. Donc quelque part, si vous avez l'impression que les retailers sont à fond sur le retail media, il y a aussi une raison économique très très forte à ça. Le problème, c'est que sous le capot, c'est un peu complexe. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je voulais vous montrer en fait, comment ça peut paraître avant que EPAM vienne mettre un peu d'ordre là-dedans. Mais ça peut être énormément de solutions différentes qui sont intégrées de plus ou moins fortement. Là, attention, ça c'est pas du tout des choses à copier, parce que là on a mis plusieurs solutions en concurrence et vous avez même des extraits feuilles Excel avec lesquels je suis pas d'accord. Quelque part, mais on est dans ce monde-là, donc ça peut être un système qu'on rencontre chez un retailer pour pouvoir mener cette activation retail media.
énormément de processus, énormément de technologies, des intégrations qui ne sont pas forcément faciles. Et en même temps, je viens de le dire, ce timeline, cet objectif rapide, en fait, il faut sortir en fait, de ces 2%, passer à beaucoup plus, saisir cette opportunité et proposer tout ça aux annonceurs qui en demandent. Parce que pour eux aussi, ça a du sens de pouvoir accompagner l'utilisateur d'un côté influence jusqu'à la vente et savoir en fait, ce qui s'est passé pendant ce parcours-là. Et du coup, on rencontre parfois des dilemmes. Je ne sais pas si j'essaie de faire un dessin très simple et finalement, je me suis rendu compte que en fait, c'est pas très simple ce que j'ai dessiné là. Donc, ce que vous avez, c'est deux sites de commerce électronique qui proposent des produits. Les petits carrés là, c'est des produits, c'est des listings de produits. Voilà, il peut y en avoir 4 shampoings différents. Tout en haut, c'est une bannière. Et il y a une deuxième bannière à gauche et plus de produits à droite. Et quelque part, la question que doit se poser un retailer quand il met en place ce système de monétisation de données, c'est j'ai deux objectifs différents. Un, je veux que le parcours soit aussi simple, le moins d'interruptions possible, aussi fluide pour que ça mène à la vente. Ça, c'en est un. Et le deuxième, c'est pour tous ceux qui... voilà, il n'y a que 2% qui achètent. Donc, en fait, les 98%, je veux monétiser en mettant des bannières. Voilà, vous voyez bien, en fait, double objectif, c'est difficile à faire. Donc, la conception est difficile. C'est des problématiques qu'on rencontre souvent avec des clients. On travaille dessus. Adeline va nous expliquer ce qu'il faut faire tout à l'heure. Et quelque part... La grande difficulté, c'est que parfois, c'est l'utilisateur en fait, qui est oublié dans cette équation. Parce qu'on parlait objectif commerce et objectif monétisation. L'utilisateur, il était où? Il était en troisième. Les acteurs dans l'écosystème, et là, c'est vraiment pour vous rendre la chose difficile. On est dans des univers qui se superposent. On a le consommateur final ou l'utilisateur final qui va être en interaction avec une marque sur la plateforme d'un retailer. Vous pouvez aussi vous imaginer que pour maîtriser son interaction avec l'utilisateur final en tant que marque, c'est jamais chez moi, c'est chez quelqu'un d'autre. Donc, quelles sont les données que je peux récupérer, comment je peux optimiser, comment je peux aller plus loin. Et vous avez des préoccupations qui sont différentes en fait, entre ces trois-là aussi. Donc ça, c'est un schéma super complexe. Et la partie que vous ne voyez peut-être même pas, c'est qu'il y a aussi les questions de solutions technologiques, ad serveurs, intégrateurs, développeurs IT. Il y a des cabinets de conseil qui interviennent là-dessus, des agences, des régies, des Retail Media Network. Il y a énormément d'acteurs en même temps. Voilà, tout ça, c'est compliqué, mais nous avons des solutions. Adeline. Je peux, merci. Tout à fait. Donc, cette partie-là va plutôt être basée du coup à essayer de trouver les bonnes pratiques autour de l'expérience conso. Ce que disait Ander juste avant, la slide elle était intéressante parce qu'il disait chacun a des préoccupations qui sont différentes. Il y en a une qui est commune entre les marques et les retailers. C'est d'un côté les marques, c'est les ventes, et les retailers, c'est les conversions. Et en effet, pour arriver à faire ceci, il faut résoudre cette équation, comment on génère plus de revenus en prenant en compte toute la partie expérience utilisateur. On parlait d'Amazon tout à l'heure, on leur fait vraiment honneur aujourd'hui, mais Amazon est souvent pris en exemple autour du retail média, parce que simplement ils sont précurseurs, ils ont énormément de données, ils ont testé aussi beaucoup de choses, et on l'a vu tout à l'heure sur le graphe, ils sont très bien positionnés sur ce levier-là. Ce qu'on veut montrer ici, c'est que la règle numéro 1 autour de cette customer experience, c'est la pertinence. La pertinence, ça va être important pour les marques de choisir un network de retail média qui va leur permettre d'assurer déjà les bases de la bonne expérience utilisateur. Sur la droite, et de toute façon vous recevrez la présentation en détail, mais quand on regarde les critères les plus importants aujourd'hui sur un réseau de retail média,
Alors forcément, on a plus d'ailleurs la qualité du trafic que l'évolution du trafic. On veut un trafic qui soit qualifié, qui soit pertinent. Il y a aussi la place de ce retail network dans l'attribution de la vente qui est important, car les marques ne cherchent pas juste à faire de la publicité, mais bien à générer des revenus et des ventes en plus. Mais il y a un critère qui nous intéresse particulièrement ici, c'est l'accès à de la data omnicanal sur les achats. Et ça, on va voir que c'est vraiment important. Anders le disait, le tout n'est pas de vendre sur le site internet de notre retailer partenaire, mais bien d'avoir une vision omnicanal de l'expérience utilisateur autour de cette data. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'on n'oublie pas d'appliquer dans le retail média les bases de la customer experience qu'on applique sur des sites e-commerce peut-être plus classiques, qui est la contextualisation et la personnalisation. Aujourd'hui, les marques ne cherchent pas à faire des partenariats avec 10 ou 15 retailers différents, mais bien à avoir des partenariats qui soient solides et qui leur permettent d'avoir cette vision omnicanale, car elles veulent toucher le client là où il est. C'est toujours pareil, on en revient au cœur de la data. À quel moment je vais pouvoir le targeter pour l'amener à faire l'action ? Donc j'ai envie qu'il fasse. Si c'est découvrir un produit, c'est découvrir un produit, mais si c'est acheter à ce moment-là. Donc ça va vraiment être important, et elles vont du coup même demander aujourd'hui à ces networks-là d'aller au-delà d'une first party data achat sur les 6 ou 12 derniers mois, avoir une approche beaucoup plus prédictive en fait, mais qui va être prédictive et omnicanale. Comment la data de ces networks sur les annonces sponsorisées, les réseaux sociaux, le off-site, etc. va rentrer en compte pour avoir vraiment une vue 360 du consommateur et de la performance qu'on va pouvoir aller chercher sur ces networks-là. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a parlé du coup de personnalisation, forcément pour se démarquer, on reste sur des networks où il y a forcément aussi des concurrents. On en parlait des assortiments, des catégories précédemment. On va avoir besoin de créativité. La créativité, elle va s'opérer de différentes manières. Forcément, déjà, la créativité, on l'a dit, dans l'UX et dans le parcours, la place qu'on va laisser à la mise en avant des marques avec lesquelles on va être partenaire, mais aussi la créativité pure et dure de la publicité qu'on va pouvoir faire, puisqu'on le voit ici sur la partie droite, quand c'est pas la mise en promotion d'un produit qui fait acheter, c'est le côté eye-catching, quoi. C'est en quoi je délivre une expérience qui va être immersive, qui va m'interpeller et qui va permettre de mettre en avant la marque sur le site du retailer. Et une fois qu'on a parlé de tout ça, c'est comment on mesure la performance de ce dispositif. Il est important des deux côtés. Côté retailer qui va mettre en avant, bien entendu, cette partie, son réseau retail média, ça va être important de prouver que cela fonctionne, qu'il maîtrise les parcours, qu'il maîtrise la data, et d'avoir de la transparence du coup sur les conversions et sur comment on y arrive, à quel moment du parcours. Et pour les marques, bien entendu, je pense que vous l'avez bien compris sur les slides précédentes, quand on parle d'impact organisationnel, d'impact technologique, d'impact sur la partie outils, en interne, ça demande d'aller chercher un vrai budget, c'est un vrai nouveau levier de business. C'est pas, sans caricaturer, comme juste aller lancer une nouvelle campagne Google Ads, quoi. Enfin, là, on parle de mettre en place quelque chose qui va nous générer beaucoup plus de business, mais qui du coup aussi appelle à avoir beaucoup plus de moyens. Du coup, l'assurance de mesurer avec précision l'investissement qui va être fait et le retour sur investissement, mais aussi le retour sur la partie publicitaire, va être vraiment capital. Du coup, sur cette slide, il y a deux éléments qui sont importants. Sur la droite, c'est le schéma qu'on utilise, nous, vraiment sur la partie Customer Experience, en approche performance continue, qu'on retrouve ici et que les retailers se doivent d'appliquer dans la conception des parcours tels qu'ils les pensent aujourd'hui pour délivrer une expérience qualitative et conversationnelle pour les marques, avec toute la partie insight, données consommateurs, qui va permettre, bien entendu, de faire des hypothèses, d'A/B tester. C'est pas parce qu'on veut faire du retail média qu'on sait par défaut où va être le meilleur emplacement de la bannière. Ça s'A/B teste comme tout autre élément d'un site aujourd'hui dans la conception. Et après expérimentation et optimisation, bien entendu, on rentre dans une logique de performance continue. Une fois qu'on a ça et qu'on a délivré aux marques finalement un dashboard de performance d'un point de vue business, il y a quand même un autre atout aussi avec cet aspect du retail média pour les marques dont on a peu parlé, c'est l'accès à la data qu'elles vont avoir
par rapport à leurs concurrents. Aujourd'hui, le retail média donne aussi la transparence sur la place d'une marque dans la part d'assortiment sur des catégories, dans les parcours les plus performants, dans les performances par mots-clés par rapport à leurs concurrents au sein d'une catégorie. Et c'est toutes ces datas à mélanger vont permettre d'avoir à la fois une vision très utilisateur, mais aussi une vision très marché, de comment on se positionne, et sur un même mot-clé, si on est moins performant que nos concurrents, pourquoi ? Est-ce qu'on s'est trompé sur la créa? Est-ce qu'on s'est trompé sur un emplacement? Est-ce que c'est un problème de prix de produit? De plein de choses. En tout cas, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus d'éléments pour optimiser sans cesse la stratégie de retail média. Donc pour conclure sur notre présentation, on peut rester en haut. Hein. Tout ça, c'est une histoire d'utilisateur final. Qu'on soit à côté retailer, qu'on soit à côté marque, hein, le focus c'est client first. C'est toujours avoir ça en tête quand on construit une interface retailer avec du retail media et quand on construit ses campagnes. Bon, ça, vous le saviez, hein, parce que ça n'a rien de neuf là-dedans. Si on regarde un petit peu plus en détail, hein, pour un retailer, trouver cette expérience utilisateur, il doit répondre aux deux objectifs. Je pense que j'ai pas mal insisté là-dessus, d'affichage et de vente et de autre chose. Donc quelque part, on est dans un monde digital dans lequel on a tendance à toujours agir sur ce qu'on peut appeler des signaux positifs, et on oublie ce qu'on peut appeler des signaux négatifs. C'est-à-dire que je fais une campagne, qu'est-ce que tu disais, Google par exemple. Je mesure la conversion, et je ne mesure pas celui qui n'aime plus ma marque parce qu'il l'a trop vue. Voilà. Donc ça, quand je parle de signaux négatifs, moi j'aime bien qu'on aille vers quelque chose de plus holistique. Donc ça c'est le côté retailer. Il y a, comment on maîtrise le système? C'est avoir suffisamment de captage de données dans la totalité du système et aussi de regarder long terme. A/B test, analyse de parcours, captage de données sont vraiment des choses à systématiser dans ce fonctionnement-là. Pour la marque, hein, c'est le challenge que tu as expliqué sur essayer de capter de données de différentes structures, de différentes façons, le mettre ensemble, essayer de les interpréter. On est encore en déficit de données pertinentes dans un système global, que ce soit le online avec le offline, que ce soit de sa campagne Amazon avec sa campagne non Amazon, ou ses campagnes non Amazon, parce qu'il y en a plein. Donc on est toujours dans cette complexité. La bonne façon de faire, c'est d'aller construire pareil, en fait, les parcours qu'on souhaite avoir, tester, est-ce que c'est la réalité, est-ce que ça donne ce qu'on souhaite. Voilà. Ça, c'était notre présentation. Merci d'être venu, déjà. Merci. Et je suis sûr qu'il y a plein de questions dans la salle. Je suis moins sûr, là, déjà. Oui. Bon, déjà, merci. C'est un peu... Ça va. Merci déjà pour la présentation, je trouve que c'est très intéressant. Moi, je bosse pour Amazon Ads. J'ai une petite question quand on parle surtout de l'impact de ce qu'on fait en retail média online sur les ventes en magasin. Et je parle pas de la pub in-store que tu abordais tout à l'heure, mais je parle vraiment, aujourd'hui, on a un enjeu avec beaucoup de clients, on sait que ce qu'on fait en retail online, chez Amazon ou peu importe où, a un impact sur les ventes ensuite en magasin. On sait parce qu'on fait des études repos qui le montrent, etc. Mais ça, c'est un argumentaire interne. Moi, je suis assez curieux de savoir comment vous, si c'est un sujet qu'on aborde avec vos clients, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre de vous sur ce sujet-là? Merci. C'est très gentil de demander ce que vous pouvez apprendre de nous. Hein. Voilà, je trouve ça sympa. En fait, nous, on est en train de dire que Amazon fait tout bien. Et en fait, donc la première chose à faire, c'est ce que vous avez fait, hein, c'est le repos. Vos concurrents qui ont beaucoup plus de points de vente, qui ont des cartes de fidélité, ils ont un gros avantage par rapport à Amazon. Avec ceux-là, en fait, ce qu'ils sont en train de construire,
c'est typiquement et ça, je pense que ça peut intéresser ceux qui sont donnés aussi, c'est de systématiquement construire des groupes de contrôle. Et quand on peut le relier, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend une cible, une audience, on va prendre 10% de la cible, on n'expose pas la publicité à ces gens-là. On tourne sa campagne et on regarde en fait derrière. Et là, comme on est en carte de fidélité souvent, on a ce pont entre le online et le offline. Et on peut dire, après, post-campagne, toujours quand même, on peut dire, si l'échantillon est suffisamment grand, on peut dire quelle a été en fait la taille de cet uplift-là. On a un de nos clients qui commence à les systématiser, qui l'avait fait une fois pour un grand groupe de marques, qu'il avait fait une fois, et puis ils avaient été ravis. Ils ont dit maintenant que vous avez montré que vous savez le faire, on attend ça dans toutes les campagnes. Je pense qu'il y a des choses qui vont dans ce sens-là. On a énormément de choses à apprendre, parce que c'est pas seulement de dire je fais une campagne, quel a été l'impact offline, c'est aussi de dire je fais une campagne avec des éléments online, offline, j'essaie de l'accompagner sur quelque chose de long terme. Comment je mesure du coup cet uplift en fait? Est-ce que c'est pendant, à quel moment est-ce que je le vois? Moi j'aime bien regarder, en fait, donc, de façon simple, moi j'aime bien regarder, quand on fait du campagne de branding, de regarder quel a été le changement de taux de transformation. Donc, il y a un petit truc simple. Mais la question est bonne dans le sens où c'est des choses qu'on peut construire dans le système uniquement quand on a ce pont online, offline, quand on a des cartes de fidélité et qu'on en a suffisamment de données. Je pense que c'est très présent dans l'esprit des annonceurs et je pense que c'est très présent dans le retailer. Je pense qu'on est encore très loin d'avoir quelque chose de cohérent et qui marche bien et sur lequel on peut se fier. Tu disais tout à l'heure, Adeline, pardon. Souvent, c'est mesuré par le taux de conversion, les conversions. Est-ce qu'il y a d'autres métriques pertinentes à prendre en compte, comme l'engagement utilisateur, et comment vous mesurez l'engagement utilisateur, par exemple? Oui, totalement. Alors, c'est vrai que je parlais de conversion parce qu'on a quand même beaucoup de marques qui font ça pour générer du business directement. Après, c'est vrai que par moment, on peut avoir plutôt des KPI d'engagement, de vue. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de KPI ou de ROAS aussi, bien entendu. Donc, ce qui est le retour sur le budget média dépensé. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas juste avoir vu des impressions sur une bannière. Ce qui différencie énormément le retail média des éditeurs de publicité beaucoup plus classiques, dont le KPI principal était l'impression sur la bannière. Là, on va quand même chercher un engagement, une conversion. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce qu'on expliquait. La mise en place aujourd'hui de ce type de dispositif demande beaucoup plus que juste livrer une bannière et la positionner sur un site. Du coup, on pense business, on pense si on veut un produit sur le site du retailer, supply chain derrière, etc., comment ça va être géré. Ça a beaucoup plus d'impact. Donc on va dire que quand même sous contrôle d'Anders, mais dans 90% des cas, on est là pour faire de la vente et pour booster de la vente. Après, quand je disais, on peut voir aussi de la data sur le parcours, c'est ça qui va être très intéressant. C'est de comprendre aussi dans le mix finalement d'acquisition, quel est le levier qui va permettre de générer le plus de conversions, parce que la marque va aussi pouvoir se nourrir de ces datas-là sur son propre réseau en propre si elle l'a, bien entendu. Donc c'est le mix de toutes ces données-là aussi qui vient renforcer finalement les KPI à suivre et l'augmentation, bien entendu, du business sur l'écosystème on et off-site du coup. Oui, tu as absolument raison en fait. Donc, donc si on doit faire une hiérarchie d'objectifs, c'est bien quelque part la publicité, si elle interrompt le voyage et elle empêche en fait l'utilisateur d'acheter son produit, on a tout raté. Donc la monétisation de données sur le parcours, ça marche uniquement si le processus de vente fonctionne bien. Si on est déjà convaincant et fonctionnel et que tout ce système-là marche bien, on peut rajouter de la publicité, sinon on ne peut pas. Et en complément, c'est pour ça que dans les top critères qu'on voyait tout à l'heure sur le réseau justement Amazon, c'est qu'ils mesurent aussi la place dans l'achat, dans l'attribution de l'achat du retailer sur lequel était le produit. Donc c'est-à-dire que si on fait de la publicité dans des réseaux retail médias mais qui ne sont jamais en dernière position dans la partie attribution et qui n'amènent pas à l'action, on peut se poser des questions sur la pertinence ou pas de travailler avec ce type de partenaires-là qui sont là finalement pour nous générer de la visibilité
Mais ce n'est pas forcément ce qu'on cherche dans ce type de partenariat-là. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, je vous libère. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à tous pour votre attention. Merci.